bientôt, donc 1er octobre. Donc voilà, on commence à... Dispositif qui a 1 an. Le point de départ, il est clair. C'est un constat sur le fait qu'on a au niveau national 120 000 jeunes qui sortent tous les ans sans qualification du système scolaire, que l'on va retrouver probablement et très certainement même inscrits dans le cadre du service public de l'emploi, donc soit à Pôle emploi, soit dans les missions locales, avec d'énormes difficultés pour accéder à un premier emploi. Donc 120 000 au niveau national, 34 000 à peu près au niveau régional, donc ce qui est pas mal. Et le but étant de leur donner une première expérience professionnelle et de les amener, j'ai envie de dire, de les amener à une qualification. Donc la formation étant prévue dès le départ. L'idée aussi, c'est d'avoir un cadre juridique relativement simple, c'est-à-dire pas d'avoir trop de complications pour que les employeurs puissent accéder très facilement à l'embauche. Une aide importante de l'État, puisqu'elle s'élève à 75% du salaire, donc ce qui laisse un reste à charge d'environ 530 € pour l'employeur dans le secteur non marchand, donc celui qui vous concerne. Secteur marchand, donc les entreprises du secteur privé, l'aide étant moins importante puisqu'elle est à hauteur de 35%. Et d'essayer de conduire ce dispositif dans le cadre d'un partenariat fort et conduit à tous les niveaux. Voilà, les objectifs donc pour l'année 2013, enfin fin 2012-2013, puisqu'on est parti depuis le 1er novembre 2012, c'était 100 000 emplois, dont on déduit 6 000 emplois professeurs dont vous avez peut-être entendu parler, donc qui sont des jeunes boursiers destinés à enseigner, donc qui est géré du côté de l'éducation nationale. 9 000 pour l'outre-mer, ce qui laisse 85 000 emplois au niveau national et 4 275 pour notre région, avec un montant de crédit de paiement. Donc c'est un dispositif dont on pourrait penser qu'il est relativement onéreux, de 430 millions d'euros de crédit de paiement sur l'année. Donc ça, c'est la provision budgétaire. En 2 mots, pour ceux qui découvriraient le sujet, il s'agit d'embaucher des jeunes entre 16 et 25 ans. Donc, je l'ai précisé, sur une cible de public de niveau 5 ou inférieur. Donc, c'est vraiment le cœur de cible. Ce sont des jeunes qui sortent sans qualification. Il peut y avoir des dérogations pour embaucher des jeunes de niveau 4 jusqu'au niveau 3, à condition que ces jeunes-là habitent dans une zone déclarée zone urbaine sensible, ZUS, ou ZRR, zone de revitalisation rurale, ce qui est le cas d'ailleurs dans les Landes, et pas que dans les Landes, dans la région où on a pas mal de zones de revitalisation rurale. Je précise quand même que les jeunes travailleurs handicapés peuvent être recrutés jusqu'à 30 ans, ce qui élargit un petit peu le champ. Le but, je l'ai dit, c'est bien d'obtenir soit un emploi pérenne, soit une qualification de niveau 5, pour la plupart, puisqu'on est sur de l'infra 5, de manière à ce que s'ils ne sont pas embauchés définitivement à l'issue du contrat, ils puissent avoir davantage de chances sur le marché du travail dès lors qu'ils ont une qualification. Et le dispositif est ouvert depuis le mois de juin au secteur non marchand, même si il démarre peu. On a un pilotage très rapproché sur ce dispositif à tous les niveaux. Donc le ministre tient une visioconférence avec les préfets de région tous les mois. Donc donc il vient s'assurer auprès des préfets de région des difficultés ou des avancées, des bonnes pratiques. Qu'est-ce qui marche dans une région et est-ce que c'est dupliqué? Et on a un préfet de région qui nous convoque également à l'issue des visios tous les mois pour faire le point au niveau régional. C'est un dispositif qui a associé beaucoup de partenaires à tous les niveaux, avec un système de convention d'engagement, alors au niveau national ou au niveau régional. Donc au niveau national, l'ARF, l'Association des régions de France, l'Association des départements de France, ont signé des conventions au niveau national, que l'on a déclinées ensuite pour certains au niveau régional. Et on a nous-mêmes signé au niveau régional un certain nombre de conventions, dont avec les 5 CDG d'Aquitaine, de manière à voir comment on pouvait travailler plus précisément et en meilleure collaboration et en échange d'informations, etc. On a la même chose dans le secteur des entreprises délégataires de services publics et on a la même chose dans le secteur marchand avec des engagements nationaux qui sont déclinés en région, notamment La Poste par exemple ou Suez de façon plus récente. La formation, c'est également du partenariat. Personne ne fait tout seul et compte tenu de la diversité des employeurs,
forcément, on a plusieurs opérateurs et plusieurs financeurs de formation. CNFPT est là, donc elle parlera de sa partie, et c'est celle qui vous concerne. Mais on a également le Conseil régional, bien entendu, avec une compétence de droit commun sur la formation, et les organismes paritaires collecteurs, donc les OPCA, qui interviennent essentiellement dans le secteur privé. Je laisserai peut-être M. Faury préciser l'organisation locale, avec Pôle emploi notamment. C'est pas la peine qu'on... Voilà. Oui, il nous parlera de la situation comment dans ça les marche Landes, concrètement au niveau local, ce qui est à mon avis quand même l'essentiel. Il faut que ça soit là que ça marche, sinon le ministre n'est pas content. Alors effectivement, vous parliez de ce suivi très serré. On a vraiment le sentiment, mais c'est peu de le dire, qu'il y a un enjeu important. Alors l'enjeu est important. Alors on peut toujours dire que l'enjeu est important pour le gouvernement, un gouvernement qui met en place un dispositif en attend des résultats. Ça me paraît évident. On parle d'inversion de courbe. L'enjeu, il est surtout de faire en sorte que ces jeunes-là sortent de la galère, entre guillemets, dans laquelle ils sont. Enfin, pour fréquenter les missions locales depuis longtemps, moi, c'est la première fois que je vois qu'en un an, on a en gros, on peut dire aujourd'hui, puisque c'est le chiffre d'aujourd'hui, on a sorti 2626 jeunes et au national 50 000. De la situation dans laquelle ils étaient. Ça veut dire que ces jeunes-là, aujourd'hui, à la fin du mois, ils ont un salaire, soit peut-être que c'est que le SMIC, mais c'est le SMIC. Et je rappelle qu'il n'y a pas de RSA pour ces jeunes, ou très, très à la marge, puisqu'ils ont généralement moins de 25 ans. Donc ils sont sans ressources. Et un jeune qui a des ressources régulières, eh ben, c'est un jeune qui peut louer un appartement, qui peut acheter une voiture et acquérir de la mobilité, etc. Se soigner, parce qu'on a quand même des grosses problématiques de santé également sur cette population-là. Je crois que l'enjeu, il est là. Et l'appel au partenariat, à la citoyenneté, comme a pu le dire aussi le ministre Sapin, sur ce dispositif, il est particulièrement fort. Je crois que c'est ce qu'il faut bien entendre. Et il s'agit cependant d'un contrat à durée déterminée ? Alors, non, pas forcément. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. La règle énoncée au départ, c'était plutôt d'avoir des contrats à durée indéterminée, pour des raisons que vous connaissez aussi bien que moi, de RGPB, de RGPP et de pas de développement de l'emploi public. Je crois que, bon, vous savez comme moi que c'est pas trop ce qui se fait en ce moment. Il a été demandé que les emplois publics, donc notamment dans la fonction publique territoriale, se fassent sur la base d'un CDD et pas d'un CDI. Mais je crois que vos règles aussi s'adaptent dans un premier temps plutôt au CDD qu'au CDI. Aujourd'hui, sur les types de contrats, on a au niveau national, on a 4,3%, donc 50 000 le niveau national, 4,3% de CDI dans le non marchand, 6,5% dans le marchand. Donc, et ça, la différence, elle est claire, c'est la fonction publique territoriale qui fait le ballon. Donc la différence, évidemment, 95% et 93% en termes de CDD. Mais on a 51,8% de CDD de 3 ans, donc qui ont été signés directement pour 3 ans dans le secteur non marchand, 30% dans le secteur marchand, et au niveau de l'Aquitaine, c'est 69 et quelques pourcents de jeunes qui ont signé d'entrée un contrat de 3 ans. Donc ce qui est quand même très significatif, et vous voyez qu'on est très au-delà du taux national sur ce point-là. Alors avant que M. Faury nous parle des chiffres sur le département des Landes et que l'on voit si ça fonctionne bien, on peut peut-être revenir sur le profil de ces jeunes. Quel type de métier? Plutôt des garçons, plutôt des filles? Alors, on a une recommandation dans la loi, dans le décret, qui est de veiller à l'égalité des sexes dans le recrutement, ce qui est le cas, puisque en gros, on est à 47% d'hommes dans le non-marchand et 52% de femmes. Donc, bon, là aussi, c'est peut-être un peu le poids de la fonction publique. Le contraire, évidemment, très marqué dans le secteur marchand, donc les entreprises privées, où évidemment, on trouve 68,6% d'hommes et moins de femmes. Donc ça, c'est une grande classique du placement. Quand on regarde les statistiques des missions locales, on retrouve les mêmes choses, malheureusement, donc avec un écart. Et il y a le poids également dans ces dispositifs du secteur de la santé, où là, le challenge, c'est de faire entrer des jeunes garçons
dans les maisons de retraite, dans tout ce qui est santé, parce qu'on n'a que des jeunes femmes et il serait bien qu'on puisse avoir quelques garçons. L'âge, il y a très très peu de jeunes mineurs. En dessous de 18 ans, c'est vraiment très, très, très faible. Et très très peu également au-delà de 25 ans. Donc les tranches d'âge, c'est vraiment 18-22 pour 60% et 23-25 pour 34%. Donc je perçois dans votre intervention quelques éléments de réponse à la question: est-ce que ce dispositif est une innovation par rapport à tout ce qu'on a pu connaître sur la politique des emplois aidés? J'ai l'impression que vous répondez très clairement oui, c'est-à-dire que effectivement ce dispositif est parfaitement adapté à la situation des jeunes qui étaient en difficulté. On a passé de nombreuses années à se dire effectivement le chômage chez les jeunes, effectivement les jeunes, etc. Mais il n'y avait pas réellement de dispositif adapté. Non, jusqu'à présent, pour les jeunes, les dispositifs qui ont été mis en place, alors soit on était dans le cadre des contrats aidés classiques, dont on disait, au niveau des prescripteurs pour l'emploi, mission locale, etc., dont on disait qu'un jeune, c'est dur pour lui de commencer sa carrière par un contrat aidé. Contrat aidé, CAE classique, c'est quoi? C'est à mi-temps, généralement en public ou parapublic. Voilà. Et on avait des dispositifs d'accompagnement, le Civis par exemple, ou d'autres, d'autres dispositifs. Donc le seul dispositif dans le passé qui se rapproche un petit peu de celui-là, c'était les emplois jeunes, que certains d'entre vous probablement ont connus ou connaissent service civique. Emploi jeune, donc, qui correspondait à peu près à ce dispositif, à la grande différence que les emplois jeunes ne ciblaient pas des jeunes de basse qualification. Voilà. Donc là l'originalité et l'innovation, c'est bien de dire et de s'y tenir, parce que le ministre a eu des pressions énormes de la part de beaucoup de gens, en disant mais vous n'y arriverez jamais, ces jeunes-là, ils sont bons à rien, entre guillemets. Donc il faut monter, il faut recruter des jeunes diplômés, il faut recruter des bac+2, c'est eux qui, parce qu'eux ils sont au chômage, etc. Et ces jeunes-là, à chaque fois qu'on monte le niveau de recrutement, ces jeunes-là reculent d'une marche, c'est-à-dire que jamais ils n'accèdent. Donc la grande innovation, c'est bien de dire le cœur de cible, ce sont ces jeunes, et de s'y tenir, c'est-à-dire de ne pas céder. Et on tient, puisqu'aujourd'hui, c'est quasiment 70% des jeunes embauchés dans ce dispositif qui sont de niveau 5 ou infra, c'est-à-dire sans un CAP, sans un BEP, sans rien, c'est-à-dire qu'ils sont sortis sans rien de l'éducation nationale. Quels sont les métiers les plus concernés par ce dispositif ? Alors, moi je ne les ai pas au national, mais on peut imaginer que c'est relativement proche. Alors attendez, je trouve la page. Parce que ça, je ne les sais pas par cœur. Ouais, c'est où? Voilà. Alors, aujourd'hui, en Aquitaine, donc ce sont les stades du mois d'août, la majeure partie des métiers que l'on retrouve, ce sont les personnels polyvalents des services hospitaliers. Voilà, donc c'est la santé qui... donc ASH, voilà, personnel des hôpitaux, mais pas que du côté du soin, c'est du polyvalent. Donc on peut avoir des personnels de cuisine, des personnels de lingerie, donc, et notamment en service hospitalier, entendez aussi beaucoup EHPAD, donc établissement pour personnes âgées. Ensuite, on a beaucoup de maintenance des bâtiments et des locaux. Donc là, on va retrouver la fonction publique territoriale avec tous les emplois de jardiniers, d'espaces verts, un entretien des bâtiments. En troisième position, c'est l'assistance auprès d'enfants. Donc là, on va retrouver tout le secteur des crèches, des garderies, de l'animation. Voilà, l'animation des loisirs auprès d'enfants. Et ensuite, on descend, assistance auprès d'adultes, nettoyage de locaux, éducation à l'activité sportive. Donc ça, c'est la partie sport qui, on en trouve pas mal. Et si on descend, on va trouver, mais ça c'est le secteur marchand, entretien et surveillance du tracé routier, par exemple. Donc là, on commence à voir arriver les entreprises de travaux publics, donc notamment qui entretiennent la voirie. Et plus on descend et plus on trouve des très très peu de contrats, mais on en a quelques-uns en intervention socio-culturelle, par exemple, donc avec des accords qui ont été passés avec le ministère de la Culture. Voilà. Le gros des métiers, on les trouve très clairement dans le secteur de la santé, prédominance des EHPAD. Les hôpitaux ne sont pas trop rentrés encore dans le dispositif, et tout ce qui va être maintenance, entretien des locaux. Alors, Monsieur Faury, Monsieur Marchand, pour vous, ce dispositif est adapté. Cela peut être un moyen de lutter contre la précarité et un pré-recrutement dans la fonction publique.
s'installe. J'en profite pour souligner l'audace des centres de gestion, puisqu'ils ont désigné comme référent emploi d'avenir régional le département dans lequel on a les plus mauvais résultats en recrutement d'emploi d'avenir. Hein. Donc c'est quand même de l'audace. Bon, alors, moi, pour coller au titre d'abord de cet atelier, je tiens à dire que l'accompagnement des CDG, c'est une innovation. Jamais les centres de gestion aquitains ne s'étaient mobilisés autant sur un dispositif d'emploi aidé. On se souvient de l'action du CDG 40 sur les emplois d'avenir, mais là, c'est vraiment une innovation dans le sens où on a un accompagnement régional. Ensuite, pour coller au titre de la conférence, on peut se poser la question en quoi l'accompagnement des CDG peut être une forme de lutte contre la précarité. Donc, ça ne marche pas. Mais bon, on peut faire ça. Bon, mais écoutez, mais je peux faire ça. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Alors. Voilà. Voilà. Alors, d'abord, pour pouvoir répondre à cette question, je vais répondre en 3 temps. D'abord, en regardant si on peut tirer des leçons des précédents dispositifs de contrat aidé, CES, SEC, CAE, CUI ou encore emploi jeune. Ensuite, et pour tenir compte de ces enseignements, proposer une grille de lecture. J'insiste bien en disant que c'est une grille de lecture parmi d'autres. Et enfin, pour tirer justement leçon de ces 2 points précédents, montrer en quoi les centres de gestion ont pu mettre à disposition des collectivités et des partenaires un outil d'expérience. Diapo suivante. Alors, voilà. Alors, quelles leçons tirer des précédents dispositifs? Alors, pour cela, je me suis plongé dans la lecture d'un certain nombre de rapports. Vous les avez à l'écran. Je tiens d'ailleurs à remercier Madame Kiel de la directe régionale de m'avoir fourni mes lectures d'été. Et je crois que nous avons là un certain nombre d'enseignements. Là, nous avons zappé, nous sommes partis à la fin. Là, vous êtes à ma conclusion. Voilà, stop, on reste là. Je dirais diapo suivante. Vous savez que ça marche parfaitement. Hein. Non, très bien. Alors, je crois que de ces précédents dispositifs, on peut tirer un certain nombre d'enseignements s'agissant des emplois d'avenir. Alors, bien sûr, ce n'est pas transposable tel quel, mais vous allez voir, je crois que c'est intéressant. Alors, d'abord, s'agissant des motifs de recrutement, pour les CES et les SEC, le critère social n'est prioritaire que pour moins d'un tiers des employeurs. Je précise qu'à chaque fois que je parle d'employeurs, je parle d'employeurs territoriaux. Donc le critère social pour les CES et les SEC n'est prioritaire que pour moins d'un tiers des employeurs. Ce pourcentage est légèrement supérieur pour les CAE, CUI, il avoisine les 40%. Par contre, s'agissant des emplois jeunes, le critère social n'a été reconnu que dans 10% des cas. Bon, premier enseignement. Deuxième enseignement sur les procédés de recrutement. Eh bien, sur les procédés de recrutement, s'agissant des CAE, CUI, il faut savoir que les employeurs locaux examinent plusieurs candidatures quand ce n'est pas la règle dans le secteur marchand. Donc, s'agissant des employeurs locaux, il y a une véritable sélection. Toujours sur, décidément, les procédés de recrutement, il est intéressant de noter que la majorité des employeurs, s'agissant des CES et des SEC, se réfère au principe habituel de recrutement sur des emplois peu qualifiés. C'est-à-dire ils vont retenir le sérieux, la présentation et l'opérationnalité. Remarquons aussi que les employeurs, quand ils recrutent des emplois aidés, ne modifient quasiment pas les missions confiées à l'employé et ils ont des exigences non négligeables. S'agissant des emplois jeunes, les critères de recrutement qui ont été retenus, c'est bien entendu la capacité d'autonomie et l'initiative. Toujours sur les enseignements qu'on peut tirer de ces précédents dispositifs, je me suis interrogé sur finalement que sont-ils devenus. Alors il y a d'abord les chanceux, c'est-à-dire ceux qui sont restés chez le même employeur. C'est le cas pour 2 tiers des emplois jeunes qui ont été recrutés dans la collectivité à l'issue du contrat. Par contre, pour les CES, SEC, CAE, CUI, on est vraiment sur un chiffre beaucoup plus faible,
puisqu'ils ne sont que 30% à être recrutés par le même employeur. Donc finalement, on peut se poser la question de après le contrat. Et là, je crois qu'on entre dans le dur de la précarité avec des enseignements qui sont très, très, très intéressants. D'abord, pour les emplois jeunes, même si ça ne va pas surprendre beaucoup, on peut noter que ceux qui ne sont pas restés chez le même employeur, eh bien, 1 an et demi après, 9 sur 10 étaient en emploi et 7 sur 10 en CDI. Ces emplois jeunes ont profité de leur contrat pour préparer des concours ou des diplômes, et 44% des jeunes, emplois jeunes, qui ont préparé un concours l'ont obtenu, et ils sont 76% à avoir validé un diplôme. Sur la question du diplôme, chez les emplois jeunes, je vous rappelle, public diplômé, il est intéressant de noter que le diplôme n'a eu très peu d'effet en termes d'insertion chez les emplois jeunes, puisqu'on trouve la même catégorie, ou plutôt le même pourcentage de jeunes ayant obtenu un diplôme au cours de leur contrat, eh bien, en termes d'insertion, c'est le même pourcentage que ceux qui n'ont pas profité de leur contrat pour passer un diplôme. Donc, le diplôme pendant l'emploi jeune n'a eu que très peu d'effet en termes d'insertion. Par contre, si on regarde du côté des CAE, CUI, et là on se rapproche davantage du public emploi d'avenir, eh bien on se rend compte que 6 mois après la sortie, ils ne sont que 39% en emploi. On peut noter qu'ils sont 70% en emploi s'ils sortent du secteur marchand. Et surtout, on peut noter que ceux qui réussissent une insertion, eh bien, sont ceux qui ont profité de leur contrat pour suivre une formation, mais surtout, ceux qui ont profité de leur contrat pour obtenir un diplôme, eh bien, 6 mois après la sortie du contrat aidé, ils sont 85% à être en emploi. Donc je crois qu'on peut vraiment tirer des enseignements s'agissant de ce dispositif, et on pourrait résumer finalement, s'agissant des emplois d'avenir, que le critère social n'est pas déterminant et de loin. On a besoin d'opérationnalité au moment des recrutements, qu'on n'est pas automatiquement recruté loin de là dans la collectivité, qu'il faut penser à l'emploi durable et que l'emploi durable passe par des contrats longs et surtout l'obtention d'un diplôme. Donc, quand on regarde finalement ces précédents dispositifs, on peut arriver à une grille de lecture, c'est celle que nous avons travaillée au niveau des centres de gestion aquitains, et grille de lecture qui, selon moi, prend encore plus d'importance quand je rajoute, et c'est promis, j'arrête avec les statistiques, quand on rajoute qu'en 2011, il y a eu une baisse des recrutements en contrat aidé dans les collectivités. Mon collègue Johan Jourdan le mentionnait tout à l'heure, en 2011, il y a eu une baisse du recrutement dans les collectivités et que pour 2013, 2 tiers des collectivités prévoient de stabiliser leurs effectifs. Alors la grille de lecture que nous avons travaillée, diapo suivante, eh bien, nous l'avons travaillée à partir de nos données sociales, ce qui montre l'importance, là encore, de procéder à des études statistiques. Diapo suivante. Première utilisation de nos données sociales, nous avons mobilisé l'enquête sur les difficultés de recrutement que nous avions réalisée il y a quelque temps. Et dans le cadre de cette enquête, on s'est rendu compte qu'il y a des métiers pour lesquels les collectivités ont du mal à recruter, et ce sont notamment des métiers qui pourraient être éligibles aux emplois d'avenir. Aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ATSEM, agent d'entretien polyvalent, agent de propreté ou agent de gestion des déchets. Diapo suivante. Nous avons mobilisé nos bases de données pour regarder au niveau des fonctionnaires gérés par les centres de gestion. Donc j'insiste, gérés par les centres de gestion. Nous n'avons pas là les données des non-affiliés. Et nous nous sommes rendus compte que, je vais à la conclusion pour tenir les dés, nous avons 2486 fonctionnaires qui ont plus de 58 ans, qui sont en catégorie C et qui sont sur des métiers qui sont des métiers éligibles aux emplois d'avenir. Je ne vais pas tous les reprendre, mais vous avez notamment les métiers qui ont été cités par Madame Payot précédemment. Donc, une fois que nous avons mobilisé tout ça, diapo suivante, voilà la grille de lecture finalement que nous proposons. Mais encore une fois, c'est une grille de lecture parmi d'autres. La grille de lecture, c'est dire, regardez, vous avez un contexte réglementaire avec des dispositifs fortement aidés, des dispositifs longs, avec des actions de formation qui sont prévues, des actions de qualification, des actions de diplôme prévues dans le cadre de ce dispositif. Nous avons là un certain nombre de fonctionnaires, et le chiffre est important, qui pourraient être remplacés par des emplois d'avenir. Eh bien,
pensons à l'après-recrutement et recrutons des emplois d'avenir pour anticiper finalement les départs de ces fonctionnaires. Donc, à partir de cette grille de lecture, eh bien, nous avons mis en place, diapo suivante, tout simplement notre expérience au service des collectivités et des partenaires en travaillant finalement sur un outil qui est la fiche emploi. Donc la fiche emploi, diapo suivante, c'est par rapport à tous ces métiers qui sont tous des métiers pour lesquels des fonctionnaires vont partir à la retraite dans les prochaines années, éligibles aux emplois d'avenir, dans 4 filières, techniques, administratives, médico-sociales, animation. Et nous avons travaillé 24 fiches emploi que nous avons mis à disposition de l'ensemble des collectivités et des partenaires. Diapo suivante. La fiche emploi, on ne la voit pas correctement, mais les CDG, de toute façon, mettent à votre disposition ces outils. Eh bien, reprend l'activité, l'ensemble des activités sur le poste de travail. Vous avez vu que j'ai choisi animateur périscolaire. C'est un autre sujet de tension en ce moment, la mise en place des rythmes scolaires. Donc là, vous avez l'ensemble des activités et surtout, vous avez l'ensemble des actions de formation associées à ces activités. Ces actions de formation étant celles qui vont être présentées plus tard, issues du catalogue du CNFPT. Et nous avons surtout travaillé les dispositifs de qualification. Je rappelle que quand on n'a pas de diplôme, si on veut derrière être capable de trouver un emploi, eh bien 85% qui réussissent sont ceux qui ont eu un diplôme. S'il n'y a pas de diplôme, ça ne sert à rien de sortir. Après 3 ans de dispositif, derrière, ça ne marchera pas. Donc nous avons mis à disposition de l'ensemble des partenaires ces 24 fiches emploi. Et pour le reste, eh bien, nous avons un accompagnement classique, diapo suivante, c'est-à-dire nous avons mobilisé nos services en termes de promotion, nous avons accompagné les services de l'État pour promouvoir le dispositif, nous travaillons avec les partenaires sur le recrutement, l'écriture de parcours de formation, nous travaillons aussi sur le domaine de la santé, le suivi social. Bon, je ne vais pas insister. Diapo suivante, et je termine avec ça. 2 choses. Simplement dire que cet accompagnement a fait l'objet d'une signature régionale en présence de Monsieur le Président du Sénat lors du dernier salon des élus locaux d'Aquitaine. Et dernier point, cet accompagnement des centres de gestion se fait sans aucun nouveau financement, ce qui montre bien la volonté politique de nos présidents et de leur conseil d'administration de se mobiliser dès l'instant où il faut accompagner l'employeur territorial dans la gestion de ses ressources humaines. Voilà. On a effectivement essayé de se décloisonner dans ce département pour travailler un petit peu différemment de ce qu'on pouvait faire par le passé. Et effectivement, ce que aujourd'hui, bon, je ne dois pas vous abreuver de chiffres, mais on a dans ce département un objectif de 376 emplois d'avenir, et ce matin, on en a réalisé déjà 300. Comment ont été fixés ces objectifs, Alors, ces objectifs, ils ont été fixés au niveau régional, par le préfet de région, en concertation avec le conseil régional notamment, et l'ensemble des élus. Ce qu'on observe dans cette répartition, c'est, en tout cas dans la mise en œuvre, c'est que on a eu quelques différences territoriales. En fait, le programme, par rapport aux objectifs qui ont été fixés au départ, est plus en avance et quelque part plus facile à réaliser dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Et les 2 départements, effectivement, qui sont un petit peu en retard par rapport aux objectifs qui leur avaient été donnés initialement, c'est la Gironde et le 64. Les objectifs ont tenu compte, comme l'a rappelé Mme Payot, du zonage, et notamment des zonages prioritaires en ZUS et en ZRR. À l'évidence, mais je peux difficilement parler pour les responsables de ces départements, puisque je vois ça d'un petit peu loin. On a quand même de la difficulté à mobiliser les emplois d'avenir dans les secteurs prioritaires de la politique de la ville. Bon, voilà. Alors, pour autant, il y a un débat pour savoir si ces objectifs vont être modifiés ou pas. Peu importe finalement, je crois que finalement ils ne le seront pas. Pour autant,
il est clair que l'objectif qui nous engage, c'est un objectif régional. Et l'objectif régional, il est de 4300, 4275, je crois, emplois d'avenir, dont tous les départements et toutes les unités territoriales sont engagés solidairement dans l'atteinte de cet objectif. Et dans les départements ruraux, puisqu'il y a 2 départements qui sont déjà quasi... Nous, on est à 80% de réalisation, hein, on est le 17 septembre. Il y a 2 départements qui ont franchi déjà la barre des 90%. Donc, les objectifs qui nous ont été donnés, en aucune façon ne seront des plafonds. Hein. Les départements, nous allons continuer à développer le programme et à essayer de faire en sorte que ce programme trouve sa plus grande efficacité possible. En fait, l'objectif véritablement qui nous engage, c'est celui de l'inversion de la courbe du chômage. Et on sait bien que, bon, au-delà de considérations économiques, hein, qui renvoient évidemment à des décisions à tous les niveaux et à une mobilisation de beaucoup d'acteurs, la responsabilité de nos services et du service public de l'emploi, sous l'autorité des préfets, c'est, dans la mise en œuvre des outils de la politique de l'emploi, de réaliser et de tenir les objectifs qui nous sont assignés, aussi bien un emploi d'avenir que les contrats aidés classiques, que les objectifs en matière d'alternance, les contrats de génération, hein, qui évidemment sont eux centrés sur le secteur privé, mais qui sont un dispositif aussi phare. Et puis je dirais aussi tout ce qui relève de l'accompagnement des mutations économiques et des entreprises en difficulté, avec la mise en œuvre de la loi du 14 juin sur la sécurisation de l'emploi, et notamment la réforme de l'activité partielle et la réforme aussi de la gestion des procédures de plans sociaux, hein, ou de plans de sauvegarde de l'emploi. Voilà. Alors pour revenir aux emplois d'avenir, ce qu'on a fait dans ce département, alors en termes de mobilisation, et je pense que ça s'est réalisé à peu près dans tous les départements d'Aquitaine, c'est que la première des choses, ça a été, alors peut-être avec quand même, je ne sais pas, mais dans le débat, d'autres avis pourront s'exprimer. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a passé quand même un certain temps à mobiliser les acteurs du dispositif et à trouver la bonne façon de travailler ensemble. Hein. C'est pour ça que je disais qu'on a tenté de décloisonner, effectivement, et on a revisité un peu nos façons de travailler. Alors très concrètement, comment on a fait ça, d'une manière un peu empirique, mais finalement ça se révèle assez bien vu et assez efficace. On avait considéré avec monsieur le préfet que le secteur des collectivités locales devait nous apporter 50% de réalisation de l'objectif. C'était bon, un petit peu au doigt mouillé au départ, mais on s'aperçoit qu'on est dans cette logique-là. Bon, le département, hein, le Conseil général des Landes, lui, s'est engagé à hauteur de la création de 20 emplois d'avenir pour l'année 2013. Bon, ce qui faisait que l'ensemble des collectivités locales dans ce département, en gros, on avait un objectif de 180 emplois d'avenir à créer au cours de l'année 2013. Alors, le partenariat est d'une manière tout à fait naturelle, hein, et en accord avec le département, avec le conseil général, s'est construit en lien étroit avec le centre de gestion, bien évidemment, et avec l'association des maires. Voilà les 2 partenaires qu'on a mobilisés très fortement sur le secteur. Et ça s'est traduit quand même très concrètement. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans les autres départements, mais depuis quasiment un an, ou en tout cas la fin de l'année 2012, on invite régulièrement à toutes les réunions mensuelles du service public de l'emploi départemental les 2 structures, hein, dont le centre de gestion et l'association des maires sont directement associés donc, aux réunions du service public de l'emploi départemental, principalement sur ce dispositif, mais évidemment ils participent aussi à l'ensemble des débats, et donc ça leur donne aussi un éclairage plus global sur l'ensemble de la politique de l'emploi. Le deuxième sujet, ça a été de faire en sorte que le centre de gestion, l'association des maires, et puis les autres acteurs, bon, le noyau dur de ce dispositif, qui, vous le savez, en termes opérationnels, repose sur
les missions locales. Je les cite en premier parce que c'est aussi un élément nouveau dans la politique de l'emploi. C'est la première fois qu'on confie au réseau des missions locales le cœur de gestion d'un dispositif. Donc c'est à la fois une reconnaissance pour le réseau des missions locales, mais en même temps, c'est une responsabilité assez lourde et assez nouvelle. Bon, donc les missions locales, Pôle emploi, bien évidemment, et Cap emploi pour la dimension jeunes handicapés, évidemment, à prendre en compte dans le cadre de ce dispositif. Dans ce département, on a mis quasiment 2 mois. On est parti avec un certain retard, ce qui fait que, bon, on a l'habitude de dire que le retard pris ne se rattrape jamais. C'est une règle qui vaut généralement. Bon, pour autant, je crois qu'on a le temps qu'on a passé à faire un vrai travail d'ingénierie collective. Bon, on voit bien que dans le temps, on en a eu quand même les retours. Et puis, encore une fois, ça nous garantit que, comme les intervenants précédents l'ont rappelé, qu'on reste dans, je dirais, l'objectif fondamental de ce dispositif. C'est-à-dire qu'on ne dérape pas sur la cible des jeunes et qu'on est bien, parce que ce dispositif il coûte quand même 2,4 milliards d'euros par an, 100 000 emplois par an. Donc, alors c'est vrai qu'en milliards, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Et donc, si on se trompe de cible, tout l'argumentaire qui consiste à dire en fait, ce dispositif, il vient apporter une réponse soit à des jeunes sans qualification, soit des jeunes qui ont une qualification, parce qu'on voit quand même qu'il y a une part importante de niveau 5, mais on sait bien que dans les niveaux 5, on a des tas de jeunes qui ont entre guillemets un diplôme, mais qui leur sert plus à rien et pour lequel ils ont tourné le dos. Donc on voit bien qu'il y a quand même de la réorientation derrière par rapport à des orientations professionnelles initiales qu'il faut reprendre. Et les missions locales analysent bien ce phénomène-là. Voilà. Alors, on a évidemment ce premier objectif, de ne pas se tromper de cible et ne pas se tromper d'objectif. Le deuxième, et la dernière intervenante interviendra là-dessus, c'est évidemment la formation. Et vous l'avez rappelé, l'enjeu de l'acquisition d'un diplôme et d'un diplôme opérationnel est quelque chose de fondamental dans l'accès à l'emploi durable. Voilà. Donc, deuxième objectif, celui-là, il est plus devant nous à construire, mais c'est très important, évidemment, de ne pas perdre de vue ça. Alors, pour nous garantir, je dirais, de la tenue de ces objectifs, on a mis en place d'une manière assez détaillée, peut-être au départ d'ailleurs un peu trop détaillé. Depuis, on a assoupli un certain nombre de dispositions qu'on a prises, mais l'idée d'abord de faire des actions d'information et de communication ensemble et en commun, et ça on l'a tenu. Dans ce département, on a choisi d'aller rencontrer chacune des intercommunalités, des EPCI. Donc on est allé rencontrer toutes les communautés de communes et les communautés d'agglo, et on y est allé véritablement d'un même pas et d'une même voie. Et au-delà, on a travaillé ensuite sur la capacité au niveau du recueil des offres, à mutualiser et à partager l'information et à faire en sorte que pour chaque offre, quelle que soit d'ailleurs, qu'elle vienne évidemment des collectivités ou qu'elle vienne du secteur associatif, eh bien, on ait à chaque fois plusieurs candidatures qui soient présentées, qu'on ne soit pas sur des logiques de cooptation ou de gens qui s'adressent au service public en disant « je veux recruter tel jeune », mais que pour chaque emploi ouvert, eh bien, on donne une chance à tous. Et dans le même temps, la mission locale, dont c'est plus particulièrement le métier, je dirais, a travaillé à préparer des jeunes à ces entretiens d'embauche. On a une statistique, c'est que dans ce département, pour chaque offre d'emploi d'avenir qui a été engrangée, on a mis en moyenne 8 candidats en face. Alors, c'est peu, c'est beaucoup, je ne sais pas, mais à certains moments, ça peut être d'ailleurs considéré comme trop. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a donné une chance à chacun. Et ça nous permet aussi, et ça permet dans une politique plus globale pour le
le problème de l'emploi des jeunes, et avec Mission Locale et Pôle emploi, d'utiliser aussi des situations d'échec par rapport à des participations à des entretiens d'embauche dans le cadre des emplois d'avenir, comme une étape ou un élément d'un parcours d'insertion qui, évidemment, va être repris et consolidé avec les jeunes. Voilà. Donc, au total, on a aujourd'hui 300 jeunes qui sont rentrés dans ce dispositif. On a encore 80 offres qui sont en cours de traitement, donc ce qui nous permet de dire, je dirais sans beaucoup de prétention et sans beaucoup de peur de se tromper, qu'à la fin de l'année, on aura tenu notre objectif, on l'aura dépassé, et on le dépassera d'ailleurs d'autant plus si, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui dans ce département, c'est un des soucis qu'on a, et c'est ce qu'on a prévu comme objectif prioritaire dans les mois qui viennent dans le cadre du plan de mobilisation pour l'emploi au titre du deuxième semestre. On a la mobilisation du secteur marchand qui est relativement faible dans ce département et qu'il nous faut absolument développer. Voilà, en quelques mots, ce que je peux vous dire sur la mise en œuvre très concrète de ce dispositif. Alors, merci pour ce zoom sur ce qui se passe dans les Landes. Est-ce que ça peut inspirer les Pyrénées-Atlantiques et notamment justement cette volonté de regrouper et de motiver toutes les personnes concernées? Ça paraît assez exemplaire et être peut-être la clé du succès de ce dispositif. Alors, pour le département des Pyrénées-Atlantiques, mais je pense pouvoir parler aussi pour les autres départements de la région, la démarche est la même. Nous avons, nous aussi, participé aux présentations du dispositif en réunion de conseil communautaire. Il y a 31 intercommunalités en Pyrénées-Atlantiques. Nous avons fait 31 réunions sur 2 mois. Nous sommes, nous aussi, dans les services publics de l'emploi. La démarche est quasiment la même. Je crois que c'est la même chose en Dordogne, c'est la même chose dans le Lot-et-Garonne, oui, tout à fait. Et ça, j'insiste sur ce point. Quand on regarde le dispositif emploi d'avenir, on n'est pas là. Les CDG ne sont pas là. Voilà. Ceux qui sont en contact direct avec les élus, notamment ruraux, on note bien la difficulté dans les secteurs urbains, mais notamment ruraux. Un maire, s'il connaît une institution, c'est le CDG, point. Rural, bon. Mais on n'était pas là. Donc nos présidents ont dit, bon, il y a quand même là une difficulté. Il y a de la masse, ça va arriver en collectivité, on parle de gestion. Bon. Donc ce sont nos présidents qui se sont mobilisés auprès des services de l'État. Ça, c'est important de le noter. Merci pour cette remarque. Muriel Poli, vous êtes conseillère formation. Une précision peut-être pour ne pas rester sur une ambiguïté. La différence rural-urbain, elle est partout sur le territoire. C'est-à-dire que la région aujourd'hui la plus faible en termes d'atteinte de l'objectif, c'est l'Île-de-France. Et ensuite, on a le Nord-Pas-de-Calais et ensuite, on a PACA. Donc voilà. Et ça, c'est un défaut d'engagement des grosses collectivités. Parce que peut-être aussi, et je quand même le souligner, le travail que vous avez fait en termes de GPEC, de gestion des compétences, je pense qu'il n'a pas forcément été fait dans les grandes collectivités et que les modes de recrutement, voilà, le conseil régional en a pris 20, mais c'est dans les lycées, donc on n'a pas le même système. Et effectivement, ce sont les employeurs publics qui manquent dans les zones urbaines. Ce n'est pas un problème de public parce qu'on peut laisser entendre que ce sont des us et que c'est les jeunes en difficulté qui ne seraient pas... c'est parce que c'est des us et des jeunes en difficulté qui ne seraient pas embauchés. Je pense que c'est plutôt dans la gestion des grandes collectivités que ça pêche. Je voudrais qu'on garde un peu de temps. Je crois que c'est important car c'est une particularité de ce dispositif, la formation. Formation effectivement des jeunes, mais formation également des tuteurs. Alors Muriel Poli, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est ce dispositif et qu'est-ce qui est possible en termes de formation? J'ai été prudente, j'ai qu'une diapo, donc elle est là. On parle vous n'avez pas besoin de la zapette. Je vous remercie. J'ai besoin de rien. Parlez près du micro, je ne sais pas si je vais y arriver. Juste en termes de nouveautés, Jérémy précisait que les centres de gestion n'étaient pas présents dans la loi, dans le dispositif. Le CNFPT l'est. Et c'est vrai que c'est la première fois que le CNFPT est inscrit comme partenaire de fait pour un dispositif d'insertion. Alors ça a l'air de rien, mais pour l'opérateur de terrain que je suis, ça permet l'accueil très simple des jeunes sur l'ensemble de nos prestations.
hein. Alors la cotisation, elle est de 0,5, elle est anecdotique, mais ils accèdent à l'ensemble des services de l'établissement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires territoriaux. Alors ça recouvre tout ce qui est dispositif de développement des compétences clés, les remises à niveau, les itinéraires de professionnalisation sur les métiers, donc, qui ont été intégrés dans les fiches élaborées par les centres de gestion, et puis bien sûr les préparations concours pour ceux qui ambitionnent de passer par cette case. À côté, l'établissement propose un dispositif spécifique pour prendre en compte les ambitions du gouvernement et les spécificités du public quand même. Alors, on n'a peut-être pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant du personnage qui me semble, moi, clé, qui est le tuteur, qui est vraiment au centre du dispositif et au quotidien du jeune, et par qui l'intégration et l'accueil dans le service peut fonctionner, pas fonctionner du tout. Alors là, on a un premier... C'est un passage obligé que ce tuteur. Moi, il me semble que c'est un point fort du dispositif et que les collectivités doivent, me semble-t-il, les associer le plus tôt possible au projet qu'elles ont. Voilà. Et c'est peut-être là, alors on a déjà organisé un certain nombre de formations des dispositifs présents, donc la formation des tuteurs de base, les formations d'adaptation à la fonction publique territoriale. Premier constat, les employeurs sont plutôt partant en Aquitaine. On est la deuxième région en termes de nombre de demandes de formation de jeunes auprès des délégations, et de loin. Donc c'est que les informations collectives ont fonctionné et que les employeurs ont pris cette importance et particularité de la formation en compte et qui l'inscrivent dans le temps. Voilà. Il n'y a pas uniquement un coût au départ d'embaucher tant de jeunes parce qu'on souhaite résorber, baisser le taux du chômage. Il y a aussi ce souci d'accompagner et le jeune et le tuteur sur les 3 années, au moins. Voilà. En termes de formation des tuteurs, on est largement en tête de l'ensemble des régions d'Aquitaine. Des régions en France. Donc c'est quand même plutôt encourageant. Alors, les tuteurs qui viennent en formation, je vais me permettre de faire un petit retour de ce qui se dit, parce qu'on est un lieu neutre, donc ça parle un petit peu. Alors, on voit le meilleur et le pire, je dirais. Alors, je vais vous expliquer ce qui est le meilleur et vous en déduirez peut-être ce qui fonctionne moins bien. Des tuteurs sont associés dès le départ sur le projet de recrutement et font partie du jury de recrutement dans le meilleur des cas. C'est très important pour eux. Après, il faut que le diagnostic, on parlait les services en attente d'opérationnalité rapide sur les postes, ce ne sera pas forcément le cas. Il faut être honnête. À partir du moment où le service le sait et où le tuteur a en tête les compétences qu'a le jeune au moment où il arrive et l'écart qu'il y aura à combler pour être opérationnel sur le poste de travail, ça ne pose pas vraiment de problème. Le problème va se poser si le service s'attend à quelqu'un qui est déjà opérationnel et que ce n'est pas le cas. Et là vont commencer des tensions et des malentendus entre jeunes, tuteurs et le reste de l'équipe. Et le tuteur peut se retrouver vite en situation de médiation, ce qui n'est pas le centre de sa mission, dirais-je. Voilà. Alors, vous parliez du retour des tuteurs, justement, c'est une fonction importante, on l'a vu, oui, déterminante pour l'avenir du jeune. Est-ce que ce travail est valorisé, ce travail des tuteurs ? Alors, c'est peut-être un petit regret par rapport à la loi. Alors, il est valorisé, la collectivité peut le valoriser en l'inscrivant sur la fiche de poste, en permettant aux tuteurs justement d'aller en formation, d'échanger, et peut-être que ça peut être pris dans ils développent des compétences pendant cet accompagnement, donc il faut que ça soit pris en termes d'évolution éventuellement de carrière ou d'élargissement de ses missions. Le petit regret, et c'est, je dois dire, la première chose que j'entends lors des ouvertures de stage des tuteurs, c'est qu'il n'y a pas une rémunération
systématique de la mission. Alors c'est le cas, alors je me tourne vers les centres de gestion parce que je ne suis pas très au fait du statut. A priori, il y a une NBI qui est prévue pour les maîtres d'apprentissage. Il n'y a pas l'équivalent pour le tuteur. Donc c'est vraiment la politique de la collectivité. Voilà. Donc ça peut être, et c'est vrai que quand ils sont en formation, ils se rendent compte que certains vont avoir une rémunération et d'autres pas. Bon, je pense que la valorisation, ça peut aussi être l'efficacité, l'encouragement à l'évolution d'une carrière professionnelle. Voilà, ça passe par plein d'autres choses, mais c'est pour être très honnête, on désamorce assez vite, c'est-à-dire qu'ils parlent de ça souvent à l'ouverture. Ils nous parlent beaucoup quand ils n'ont pas été associés et qu'ils se retrouvent tuteurs volontaires sur le tard. Ça existe aussi, et où ils ont du jour au lendemain un jeune qui arrive dans le service, on leur dit bon mais voilà, tu vas t'occuper de lui pendant 3 ans. S'il n'y a pas eu de présentation des objectifs de la collectivité, alors c'est pas toujours très précis au moment du recrutement, mais si la collectivité si l'objectif c'est éventuellement d'intégrer le jeune dans les services à terme, ou justement ça ne sera pas possible, et là c'est de l'accompagner vers le marché du travail, il faut que le tuteur ait ces informations, et si possible le jeune, je dirais. Oui, parce que le tuteur a à faire un effort sur lui-même pour devenir un tuteur efficace. Il faut qu'il fasse des efforts sur lui-même, c'est vrai. Il faut que l'ensemble de l'équipe fasse des efforts, hein, ce n'est pas que le fait du tuteur. Et puis, il faut que la collectivité comprenne qu'il y a du temps à dégager. L'équipe va gagner du temps, va avoir du personnel en complément, mais l'ensemble des jeunes ne sont pas tout de suite opérationnels. Marie-Dorothée est à votre disposition. Souhaitez-vous des précisions? Souhaitez-vous que les intervenants de cet atelier abordent quelques autres points? Souhaitez-vous poser des questions? Dominique Savary, nous vous écoutons, alors, monsieur le directeur. Nous, au niveau des Landes, si vous voulez, on a travaillé sur le tuteur et effectivement, M. Deyre a proposé à son conseil d'administration qu'on mette en place une indemnité tuteur. Donc ça veut dire que malheureusement, il n'y a pas de NBI tuteur. Alors effectivement, on s'aperçoit que les tuteurs ont déjà des NBI, donc ça n'aurait pas réglé la problématique de la rémunération sous la forme de la NBI. Donc l'idée, c'est on a mis en place une convention entre le centre de gestion, la collectivité, le tuteur, et on met en place une indemnité tuteur qui est de 300 € net par tuteur, et avec un service qui va suivre effectivement les tuteurs en relation avec l'antenne départementale du CNFPT. Parce que je crois effectivement que le tuteur a un rôle clé, un rôle central. Le succès du processus, notamment en termes de pérennisation, puisqu'on voit bien que d'ores et déjà des collectivités sont en train de travailler sur la pérennisation, et ça nous convient très bien, puisque dans le département des Landes, sur le processus emploi jeune, on était à plus de 85% de pérennisation. Donc on va mettre en place ce système d'indemnité tuteur. Alors c'est un effort financier voulu par le conseil d'administration et qui sera assumé par le budget de l'établissement, bien évidemment. Mais je pense que ça fait partie du succès du processus et ça nous permettra de travailler avec le CNFPT sur les tuteurs et sur, je dirais, la relation qu'on doit avoir avec les tuteurs et les collectivités pour les aider à gérer. Parce que ce n'est pas un public, c'est un public classique, mais c'est un public qui nécessite, à mon sens, une implication un peu particulière du tuteur. Voilà. C'est un peu plus compliqué d'être tuteur de ce type de public actuellement. Voilà. L'idée, c'est d'aider, de faciliter. Alors, on va passer à Audrey. Cependant, une dernière question. Oh, un détail, cette question, Madame Payot. Mais nous parlons d'emploi, nous parlons de précarité, nous parlons de contrats d'avenir. Est-ce que ces contrats d'avenir permettent de lutter contre la précarité ou créer de la précarité? Question simple. Est-ce que ces contrats d'avenir créent de la précarité ou pas? Merci de me l'avoir posé. On finit en beauté. Dans un premier temps, je crois l'avoir souligné, il déprécarise les jeunes. Ça, c'est le premier, je crois que ça c'est très clair et que personne ne le contestera. Dans vos organisations, c'est-à-dire dans les collectivités, malgré la recommandation de départ, c'était que c'était des contrats en CDI. Pour cause de RGPP, je l'ai dit tout à l'heure, ça s'est transformé en CDD. On a vu dans le premier atelier la répartition entre les titulaires et les contractuels. Je pense qu'il y a
c'est pas du tout la même chose dans la fonction publique d'État. Dans la fonction publique territoriale, les gens rentrent et peuvent ensuite accéder sans concours, comme au niveau de l'État. Donc je crois qu'on est bien dans ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire comment on amène ce jeune à la qualification ou à la ou à la professionnalisation. C'est-à-dire en gros, s'il doit faire un jardinier, est-ce qu'il faut qu'au bout de 3 ans, il fasse jardinier? Et s'il est jardinier, il sera gardé. Donc on est bien, et c'est bien tout le système qui a été évoqué par les différents intervenants. La GPEC, c'est-à-dire on a tant de fonctionnaires qui partent à la retraite, on anticipe sur ces recrutements-là, on les forme, et normalement, ça ne devrait pas faire il ne devrait pas y avoir une précarité supplémentaire dans la fonction publique territoriale grâce à ce dispositif. J'ai envie même de dire le contraire. C'est-à-dire qu'on a bien cette période-là, et si les jeunes se tiennent bien... voilà. Sur l'accompagnement, quand même, un mot, parce qu'on a peu évoqué, M. Faury l'a évoqué, les missions locales. C'est aussi un dispositif où, pour une fois, les tuteurs ne sont pas tout seuls. Hein, c'est-à-dire qu'en face du tuteur, dans vos mairies, dans vos communes, dans vos CDC, vous avez la mission locale, et dans la mission locale, il y a un conseiller. Si bien que les difficultés du jeune d'ordre social, d'ordre de l'intégration sociale que l'on connaît pour ces jeunes, hein, le logement, la mobilette qui ne marche pas, enfin, etc. Normalement, le tuteur, il est bien dédié à l'apprentissage professionnel et à l'encadrement professionnel. Et en face de lui, il y a un conseiller dans la mission locale qui peut être saisi à tout instant pour régler les problèmes de la vie quotidienne. Merci Monsieur Faury, merci Muriel Pauly, merci Marie-Josée Payot, merci Jérémy Marchand.